Range ça va commencer. C'est vraiment pas un endroit pour un enfant. Où que j'aille, il me suit. Donc ce qu'on raconte est vrai. Salut les gobelins, c'est Dano. On se retrouve pour une critique de The Mandalorian. L'épisode s'appelle Le Marshal, et oui, nous sommes en compagnie d'un invité exceptionnel, en l'occurrence Bébé Yoda, et de Nicolas. Salut les amis, salut Dano, je suis très heureux de faire cette vidéo en ta compagnie. Plaisir partagé. Nous allons commencer du coup par... On retrouve Mando et Bébé Yoda, après nous avoir quitté tout simplement le printemps dernier. En France en tout cas, pour la diffusion et l'arrivée de Disney+, en hexagone, qui était plutôt bien réussi, je trouve, la saison 1, dans sa globalité, pour Mandalorian. Je sais pas ce que t'en penses, Nico. Oh non, c'est sûr, elle était très très bien réussie, franchement, grosse pépite. Star Wars a marqué un gros coup là, pour The Mandalorian. Comparé aux critiques des films qu'il a eu, franchement, non. Je suis vraiment très content de The Mandalorian. Je suis entièrement de ton avis parce que c'est vrai que Disney, on peut leur faire plein de reproches, notamment depuis qu'ils ont racheté la licence de George Lucas en 2012, où c'est vrai qu'on s'était dit qu'avec les films qu'ils allaient proposer, on allait peut-être perdre un peu cette magie parce que Disney impose certaines choses. Dans The Mandalorian, voilà. Je trouve qu'on retrouve cette patte des tout premiers Star Wars. Quand tu vois au niveau des costumes, des effets et tout, et c'est ce que le public adore, je pense. Exactement. Tout à fait, et c'était pour ça que justement, quand on compare par rapport aux productions, à la dernière trilogie qui a été faite, donc la post-logie, le 7, 8, 9, ou qui sont, faut être tout à fait transparents, mais pas de très bonne qualité, pas de point de vue réalisation, mais point de vue contenu du scénario, là pour le coup, pour moi, c'est une réussite parce que j'ai l'impression que la formule de la série, en essayant d'étendre un univers sans avoir la contrainte d'un film, pour moi, The Mandalorian répond, en tout cas, à la demande du public, tout simplement. Et surtout qu'en plus, on explore différentes planètes, régions, à chaque épisode, et ça, c'est vraiment très fort. On en apprend plus sur la biodiversité de chaque planète. Exactement, on voit que la galaxie est tellement riche, et ça nous permet vraiment de visiter des lieux différents, avec tout des en personnages gardant un différents. fil rouge. Et ça, c'est... Exactement, c'est exactement. fort. En parlant de fil rouge, tu fais bien d'en parler, puisque dès la première scène, justement, de cet épisode 1, je sais pas toi, mais j'ai retrouvé les ingrédients de cette saison 1, c'est-à-dire directement, ça joue beaucoup sur les jeux de lumière et d'ombre, on voit arriver Mando avec un côté très western, très appuyé là-dessus, il rentre dans une ville, il n'y a quasiment pas de bruit, on voit des créatures avec des yeux rouges qui se présentent, comme quoi ça représente des zones de danger, avec toujours évidemment l'adorable Bébé Yoda qui est en ma compagnie dans son petite poussette là. Je suis entièrement d'accord, c'est vrai que... Et surtout le côté western s'appuie vachement quand il arrive sur Tatooine. Ah oui, oui, là pour le coup, Tatooine qui est très... il y a beaucoup de désert, donc forcément c'est un clin d'œil au plus grand western, le bon, la beauté de truand, était une fois dans l'ouest, etc. On voit les petites références et les clins d'œil. Donc pour le coup, oui, on retrouve cette atmosphère. Ouais. Et pourtant ça aurait été énormément critiqué, parce que on retourne à Tatooine, encore Tatooine. Oui. Non, ils arrivent à chaque fois à renouveler, trouver des petits moments où on redécouvre Tatooine, quoi. Exactement, parce que pour le coup... Alors, je pose Bébé Yoda, vas-y, voilà, tu nous regardes maintenant. Et donc, du coup, c'est vrai que dans les autres films, quand ils avaient fait les petits clins d'œil à Tatooine, c'était un peu du réchauffé. Là, ce qui est bien, c'est que pour le coup, quitte à utiliser Tatooine, autant le faire sous un angle différent, avec des clins d'œil pour un public moins, on va dire, fanatique de Star Wars, par exemple les parents, etc., qui retrouvent des références à des films western classiques, et ça va être un plaisir de se baigner là-dedans. Et donc du coup, oui, c'est vrai que la première scène où on le voit sur cette planète, en compagnie de Bébé Yoda, où il rentre et rencontre justement ce qui semble être un contrebandier ou un escroc de comptoir, on le voit là en train de regarder un match de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ça ressemble à petite référence à des clins d'œil des combats de boxe et de catch, mais les créatures, les sortes de vaches, comment t'appelles ça, Nico, déjà Gamoréen, il me semble. Oui, c'est
Oui, voilà, les Gamorréens, voilà, exactement. Ouais, les hommes Et de genre de humanoïdes cochons. voilà. Et ben, là, c'est un énorme clin d'œil, clairement, au retour du Jedi dans le 6, où Luke, justement, essaye de libérer Leia des mains de Jabba le Hutt, justement, Tout à fait. qui tout à fait sévit à Tatooine et dans la bordure extérieure. Là, c'est des petits clins d'œil à la trilogie originale, et ça fait toujours plaisir pour nous, passionnés justement, de l'univers de George Lucas. Et après, cette scène où justement il arrive, il rentre, où on voit la scène de combat, il se présente, où il parle de Paris, etc. Et qu'il y a les premiers affrontements, avec un Twi'lek qu'on voit à l'entrée, évidemment. Moi, j'ai bien apprécié cette petite scène de combat. Je trouve que ça rythme dès le début de l'épisode. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ah oui, c'est très bien fait, et puis ça remet dans le bain de suite, hein. C'est là, Mhm, tout à surtout fait. que ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas retrouvé The Mandalorian. Boum, dès le premier épisode, les premières minutes, combat, on se remet dans le bain et c'est parti. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça mettait direct le rythme de l'épisode, que pouvaient certains reprocher, les critiques qui étaient arrivées dans la saison 1, ou qu'il y en avait certaines, c'était que parfois certains épisodes manquaient un peu de rythme, du fait qu'ils étaient courts, que 30 minutes, il faut s'en rappeler, ils durent Ouais, une c'est heure. vrai qu'en plus, ouais, tu as raison, ils ont changé le format, ça Ouais. dure 10 minutes à 15 minutes de plus, il me semble maintenant. Ah, bah c'est Et plus que ça, parce que là, le premier épisode, c'est 50 minutes, presque une heure. Donc, pour le coup, dans l'ensemble, il est vrai, c'est assez rythmique. Et c'est vrai que cette scène, nous met tout de suite les pieds dans le bain, quoi. Et personnellement, j'ai Ouais. beaucoup apprécié. C'était très enrichissant. Bah écoute, je suis de ton avis. Je sais pas ce que t'en as pensé, tu me dis, hein. Mais à la fin, quand il l'attache avec sa corde métallique, évidemment, la petite scène, un bébé Yoda, quand il se cache dans son berceau, à chaque fois, c'est un peu les petites Oui, vannes. bah, Moi, ça j'aime c'est le bien. petit côté fan service. De Disney, qui est. Tout le monde appréciera, hein, évidemment. Exactement. Et par ailleurs, cette scène où il ligote le mec à la fin sur je sais pas, on pourrait appeler ça une poteau d'électricité, poteau électrique. Mhm. Moi, j'ai bien aimé parce que pour le coup, ça faisait vraiment le côté western encore plus affiché, mais mélangé avec le côté guerrier multitâche des Mandaloriens. Et ça montre les gadgets. Il a utilisé les petits missiles, là, il a utilisé la corde. Cette fameuse corde, je sais pas si tu t'en rappelles, mais dans Clone Wars, l'attaque des clones, Jabba, qu'est-ce que je raconte? Django Fett, qui est du coup, je sais pas si tu te rappelles, quand il affronte Obi-Wan dans l'attaque des clones, l'utilise également ce grappin et cette corde. On voit à chaque fois des petits clins d'œil aux accessoires des guerriers Mandalore qui font leur succès au travers même la galaxie. Ah oui, non, mais c'est ça, hein. Et d'ailleurs, les amis, gros clin d'œil à Boba Fett dans cet épisode. Énorme. Ah, tout à clin fait. d'œil. Tout à fait. Qu'on en parlera après, pour- évidemment, dans la suite de Mais cette vidéo. tout à fait. Mais là, par ailleurs, ce qui arrive après par la suite, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il lui annonce que il y a un autre guerrier Mandalore qui se trouverait apparemment, tout simplement, à Tatooine, sachant qu'il y était toute la saison 1, il se dit mince, comment je vais pu le rater. Et donc quand on voit qu'il arrive à ce Tatooine, moi j'ai beaucoup apprécié les plans de caméra où on le voit, des grandes images avec des montagnes, du désert, on voit les hommes de sable de loin qui apparaissent, puis après au premier plan. On voit vraiment qu'à la réalisation, Jon Favreau a mis sa petite touche et son petit grain de sel. Et voilà, pour ceux qui connaissent pas Jon Favreau, c'est celui quand même qui a créé le MCU, le Marvel Cinematic Universe. C'est lui qui est à l'origine de tous les films, tout simplement des Iron Man, Captain America, etc. Et là, pour le coup, forcément, on y retrouve des petits clins d'œil à son travail, notamment, pour ceux qui s'en souviennent, dans Iron Man, quand à un moment il tue et détruit un char, au même moment, le guerrier Mandalore utilise son jetpack avec un missile. C'est le même plan de caméra. On voit que Jon Favreau là-dessus, il tient vraiment. Et c'est d'ailleurs lui à la réalisation de la série et qui a créé à l'origine Bébé Yoda. Tout simplement. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé du coup, Nico, justement, de cette arrivée sur Tatooine, notamment quand il va voir son amie, celle qui répare les vaisseaux? Ah bah déjà, j'ai beaucoup apprécié, et surtout ce qu'on peut voir, c'est dès qu'il atterrit, de suite, le revirement de situation au point de vue sentiment qu'il avait Oui, auprès des tout à droïdes. fait. Ça, et ça, franchement, c'est très bien de l'avoir fait, parce que c'est un petit clin d'œil à la fin de la saison 1, où justement on voit le droïde assassin qui se sacrifie pour eux, et du coup, on voit l'évolution du personnage qui dit de suite quand il atterrit, oui, laissez faire les droïdes, voilà, et ça, franchement,
C'est vraiment bien, quoi. Exactement, c'est vrai que bah, quand on voit le sacrifice du droïde à la fin, ça a commencé à changer son opinion sur bah, nos amis Android. Et bah, on voit que c'est dans la continuité, donc pour le coup, c'est pas une erreur de scénario, hein. Ils sont vraiment dans la suite et logique du personnage. Et c'est très bien, on voit qu'il évolue Mando. Et c'est une bonne chose, comme quoi, il faut pas rester un avis tranché tout le long de sa vie. Et c'est plutôt une bonne évolution pour le personnage. Et par ailleurs, je sais pas si tu as fait attention, mais quand il arrive justement auprès de près de cette dame, tout simplement, quand il lui passe bébé Yoda, tout simplement, enfin l'enfant plutôt, tu as vu la petite référence au Gremlin? Tout à fait, ouais. Quand il lui Franchement, donne le ouais, bébé Yoda et qu'elle dit tout à ouais, fait. si jamais il se multiplie et bourgeonne, je vous en achète un. C'est vrai que c'est une petite référence aux Gremlins. Exactement. Et il n'y a pas, Ouais, il y a pas que cette référence hein, dans cette oh oui, scène, il y hein. en a plein, hein, franchement. Quand on voit par exemple alors ces petits robots en question qu'on retrouve dans la prélogie tout simplement des années 2000 fait par George Lucas, on les retrouve après aussi dans la trilogie ancienne des années 70. Il y a aussi un robot orange et blanc, bah, c'est le fameux R5. Un droïde que l'oncle de Luke, justement, achète au... Comment ça s'appelle déjà, Dano? Au... Ah bah ils achètent auprès des Jawa. Au Jawa, voilà, c'est ça, au Jawa. Mais au final, justement, il subit un dysfonctionnement et il est remplacé par R2-D2, le droïde mythique de l'univers de Exactement. Star Wars. Ah oui, donc là c'est un énorme clin d'œil à la trilogie originale, tout simplement, en sachant que bah, ce fameux R5 aurait pu prendre la place de R2D2, et peut-être que l'histoire aurait été différente, forcément, puisque R2D2, pour beaucoup, est le droïde préféré, bah, tout simplement, des fans de Star Wars, ce qui est normal, hein. Moi, à titre personnel, c'est mon petit chouchou, hein. Je préfère lui à BB-8, pour moi BB-8 est une escroquerie. Bref, mais sinon, bah, tout simplement, à notre ami Mando et bébé Yoda, ce qui était appréciable dans ce passage où justement il va prendre une moto jet encore une fois de plus, petite référence notamment, enfin pour moi c'est un engin qui est très souvent utilisé dans toutes les trilogies Star Wars, à chaque fois on le voit, et puis bah il arrive dans la fameuse ville, hein, Moselto. Ah voilà, Et exactement. d'ailleurs, cette ville a été créée, je crois, par le jeu The Old Republic. Exactement, Voilà. oui, un petit clin d'œil justement à l'univers bah, enfin voilà, qu'on connaît à travers ses étendues, que ce soit jeux vidéo, que ce soit à travers les jeux de société, etc. Donc forcément, oui, c'est toujours des petits clins d'œil pour différents types de fans, ceux qui ont joué à Star Wars sur les jeux vidéo, dans les séries, dans les films, et ça c'est appréciable également. Et du coup, alors Mando rencontre le fameux Jaime Lannister de Star Wars et de Tatooine, qui Exactement. porte Là- le costume de Boba Fett. Mm. Et ça, c'est... Tout à fait. Moi, franchement, je m'y attendais pas, quoi. Oui, ça a été vraiment une très grande surprise parce que bah c'est vrai que pour ceux qui s'en souviennent, bah Boba Fett, qui était le chasseur de primes emblématique de la trilogie également d'origine, on voit que vraiment Jon Favreau est de cette génération hein, qui a été marquée par les films des années 70 et 80. Et ben quand on a vu cette ambiance, on s'était tous dit mais il est mort Boba Fett, il s'est fait manger par comment s'appelle déjà le Scarlet, c'est la grosse créature qui avale à côté. Ouais, avec un gros bec et avec des tentacules. Exactement. Et ben, il a été avalé. Et on s'est dit, bah, l'armure également. Et finalement, on la retrouve. Et pour moi, c'est vraiment, bah, personnellement, ça m'a beaucoup touché cette petite référence parce que on apprécie également ce personnage emblématique de l'univers de Star Wars et le retrouver, bah, surtout retrouver l'armure. Bah, pour moi, c'était vraiment quelque chose de super important et un c'est énorme clin d'œil. emblématique, hein. Ah, tout à fait, tout à fait. Et par ailleurs, la scène où il arrive justement dans le comptoir, dans le bar, on revient au côté bah, tout simplement western, comme quand il arrive dans la ville, où tout simplement il passe avec sa moto jet et les habitants le regardent, les maisons sont de toute façon alignées les unes en face des autres, il y a une seule avenue, on voit vraiment le côté vraiment western Ouais, qui il a une revient très sans grosse cesse. ambiance, hein, c'est sûr. Ah oui, totalement, Ouais. totalement. Quand il arrive comme ça dans cette ville, c'est impressionnant. Et surtout que, bon, quand il arrive dans le bar et il dit et s'il y a un mec qui me ressemble et un mec qui me ressemble serait dans la ville, et là le mec arrive à l'entrée, je sais pas si vous avez fait attention, et le petit Colt là au niveau de la ceinture, tout simplement, enfin, on sent vraiment le petit Colt avec le revolver, et quand il marche, on entend les bruits de bottes avec les petites hélices derrière. C'est vraiment, enfin, ça transpire le western. C'est Clint Eastwood, quoi. Exactement, c'est les western spaghetti comme on disait à l'époque.
fait par justement à cette époque-là, et notamment en tête de pont, nous avons Clint Eastwood, et ben là c'est la même chose, mais avec Mando. Et pour le coup, c'est vraiment très agréable pour toutes les générations, que ce soit les plus anciens ou plus jeunes. Et donc, du coup, après, alors Mando revendique justement l'armure de ce Mandalorien. Le Beskar, exactement même, le titre de l'armure. Ouais, le Beskar. Mais malheureusement, pour l'avoir, il va devoir passer un marché avec lui, qui est de tuer le fameux dragon Crête. Ah oui. Qui terrorise la ville, et surtout qui terrorise aussi, apparemment, les Hommes des Sables. Parce que oui, dans cet épisode 1, les Hommes des Sables sont vachement mis à l'honneur. Et ça, c'est vraiment bien, parce que c'est des personnages très emblématiques de Star Wars. Tout le monde connaît les Hommes des Sables. On rentre dans le détail. On voit leur mode de déplacement. Ah oui, on voit leur mode de communication, le langage des signes, avec des grognements. Enfin, et en plus, on voit surtout qu'ils domptent des créatures. Et des créatures diverses. Genre les massifs, les bantas. Enfin, vraiment toute une sorte de variété incroyable, quoi. Encore un clin d'œil, justement, quand il arrive la nuit où il parle avec les fameux hommes de sable, Mando, dans ce camp où on voit ce genre de chiens, de petites créatures, je sais pas le nom, tu aurais le nom. Massif. Les massifs. Massif. Et ben, c'est un clin d'œil également au film du 2, l'attaque des clones, où on voit justement Anakin qui essaie de sauver et de récupérer sa mère, qui malheureusement va décéder sous la torture diabolique des hommes de sable, où Anakin va les massacrer, les massifs, comme les hommes de sable, et il laissera 0 survivant, ce qui va marquer et va être le début du côté noirceur de Dark Vador. Et ben ça fait plaisir de retrouver ces petits clins d'œil, que ce soit pour la prélogie, à la trilogie, à chaque fois ça s'entremêle et c'est bien fait. Et par ailleurs, quand on retrouve après dans cet épisode où il voit la fameuse créature, le fameux dragon des Crêtes, quand on voit comment il se déplace, ou notamment sous le sable, c'est ça? Ouais, sous le sable. Et il détecte ses proies grâce à la vibration produite sur le sol. Et le bruit aussi, il me semble. Ça, c'est plutôt bien fait. Je trouve que c'est un peu original comme créature, parce que ça change. Dans la saison 1, je sais pas si vous vous rappelez, c'est vrai que c'était une des critiques qu'on pouvait avoir. C'était une sorte de gros buffle qui nous chargeait, et Mando le tue avec un tout petit couteau ridicule au niveau du cou. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène dans la saison 1 de Mandalorian. Bah là j'ai bien aimé parce que quand j'ai vu se déplacer sous ça, je me suis dit là à mon avis le couteau. Et c'est vraiment intéressant de voir justement ces deux communautés très différentes s'allier pour le même but, affronter le dragon Crête qui est juste énorme, quoi. Il fait 10 fois la taille de la ville, c'est juste incroyable, quoi. Ah, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, ce qui est également appréciable dans cet épisode, c'est la mise en avant des personnages secondaires, notamment de ce fameux Jamie Lannister, en l'occurrence le Marshal, où à travers son histoire, pourquoi il en est devenu à être le Marshal de la ville, ou tout simplement cette ville était sous l'oppression de bandits suite à l'effondrement de l'Empire, la sécurité n'était plus vraiment assurée dans la bordure extérieure et dans différents lieux de la galaxie. Et c'est vrai que le Marshal, quand on le voit à travers tout le long de l'épisode, il a son importance avec cette fameuse armure de Boba Fett. Et quand on voit également le rôle à nouveau des Jawas et tout ça, et ce qu'il va proposer pour essayer d'affronter la créature, on voit vraiment que par rapport à la saison 1, où les beaux personnages secondaires avaient été mis en avant, il y a cette continuité justement dans la saison 2, et c'est également appréciable parce que c'est appréciable que Mando ne prenne pas toute la place et que les autres personnages puissent respirer autour de lui, quoi. Ça c'est pas mal. Tout à fait. Ça met en valeur, et c'est vraiment bien puisqu'on voit vraiment d'autres façons de voir et en même temps d'autres histoires. Son histoire elle est incroyable quand il est dans la ville et que tout le monde se fait massacrer par les bandits. On le voit avec le fameux barman qui, on voyait précédemment dans l'épisode, qui avait accueilli Mando. Toujours vivant, lui, le barman. Même dans la bataille finale, il est toujours là, contre le dragon. Et d'ailleurs, pour le dragon, à la scène où ils se réunissent tous devant la grotte, parce qu'apparemment c'est là où il a fait son repère, le dragon, où il dort. Oui. On peut voir que c'est que les hommes des sables
qui y vont hein, pour le réveiller. Les humains, ils sont pas très courageux. Quoi. Et c'est là qu'on comprend justement qu'ils détectent les vibrations, parce qu'on peut voir que quand l'homme des sables commence à courir parce que le dragon se réveille, on voit le banta à côté qui reste immobile, et c'est l'homme des sables qui se fait becter et pas le banta. Quoi. Donc ouais, c'est sûr. Exactement. Non mais franchement, il est hyper intéressant. Elle est très intéressante, cette créature. Et surtout quand on voit le déroulement de la scène de combat, je trouve, à mon sens, que c'est digne quand même des films à gros budget. Hein. C'est pour une série, waouh. Après, c'est ça plein les yeux. Quoi. Ça fait plaisir de voir que Disney est derrière, parce que forcément ils ont l'argent qui va avec. John Favreau, il aime faire les choses proprement, donc du coup ça permet d'avoir du travail de qualité pour le téléspectateur, et c'est vraiment appréciable. Je pense notamment à cette fameuse scène où, moi je sais pas, ça m'a marqué quand il dit qu'il faut s'unir avec les hommes de sable et les humains, et qu'on voit les hommes des sables arriver en colonne justement sur leur grosse vache à cornes là, et leur banta. Moi personnellement ça m'a marqué, parce que comment il fallait réaliser qu'ils soient bien alignés, ils arrivent avec la musique, ils arrivent dans la ville, on voit vraiment que c'est un travail qui est soigné, et à la réalisation pour respecter l'univers justement de George Lucas. Et, oui, les détails ils font beaucoup. Hein. Et on voit le moindre petit détail. Le petit travail où justement ils sont en train d'acheminer les bombes, les armes entre eux, et qui se disputent et qu'ils ont des problèmes à communiquer. Ils étaient quand même, pas en guerre, mais ils étaient quand même très hostiles envers chacun d'entre eux. Hein. C'est sûr que exactement. C'est pas facile. Comme tu sais très bien, dans les Hommes des Sables, ils marchent par territoire. C'est-à-dire que pour eux, ils estiment que si telle parcelle de la planète leur appartient... surtout qu'on apprend qu'ils sont sur la planète depuis des millions et des milliers d'années. Hein. C'est sûr que... Ah oui. C'est les peuples indigènes de Tatooine, tout simplement. Ouais, c'est ça, quoi. Donc c'est sûr que c'est assez difficile de se dire « Ah, il y a des humains qui arrivent, bon, il faut qu'on leur laisse des terres, quoi. C'est dommage. » Ouais, exactement. Donc forcément... C'est ça qui est bien, c'est qu'on voit vraiment à travers même tout simplement cette collaboration, on voit que malgré que ce soit deux peuples totalement différents qui ne parlent pas la même langue, Mando va essayer de leur faire une synergie ensemble pour affronter ce fameux dragon des crêtes qui littéralement détruit tout sur son passage. Hein. Alors là, la scène où il rentre dans la ville, qu'est-ce que c'est impressionnant. Ah oui, après le pauvre petit banta qui se fait becter, les bantas ils ont pris cher. Hein. Dans cet épisode. Ouais, grave. Là, pour le coup. Mais par ailleurs, je pense que c'est une petite justice. Quand on voit la première tentative devant la grotte et qu'il met le banta, t'as un homme des sables, et finalement le dragon choisit de manger l'homme des sables, là c'était un point pour les bantas. Ah oui, franchement, j'étais totalement d'accord. Là, c'était assez drôle. Et par ailleurs, je sais pas ce que t'en as pensé également, mais quand on voit, quand il commence à tout simplement à essayer de se former et de se déplacer, moi là où ça m'a fait un peu tiquer, j'ai pas compris, ou du moins il faudrait que si tu as l'explication, c'est les fameux scorpions. Quand tu vois utiliser, moi je me suis dit, mais il sort d'où ces scorpions? Est-ce que c'est vraiment une arme pour ce peuple nomade? Moi, je sais pas si tu as une explication, mais j'ai trouvé ça un petit peu farfelu. Est-ce que c'est un petit clin d'œil à Game of Thrones? J'ai pas compris d'où il sortait ce truc, surtout qu'on voyait que les bantas ils étaient armés de bombes, on n'avait pas vraiment vu la structure des scorpions. Mais bon, après ça... Est-ce qu'ils les ont démontés puis remontés? J'avoue que ça... On peut leur passer. Ça manquait un peu de, on va pas dire de logique, mais... après, si on parle dans ce côté de logique, on peut très bien parler de la scène finale... Quand il tue le banta, bon, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit c'est logique, parce que l'armure est super résistante, c'est normal que Mando s'en sort indemne. Et il y a une école qui dit bon, certes l'armure est résistante, mais bon, il est quand même composé de tissu à 50%. Il ressort, il est tout clean, alors qu'on a vu 5 minutes avant comme quoi le dragon crête jette de l'acide et dissout instantanément les hommes des sables. Enfin bon, c'est vrai que le finish, il est critiquable. En soi, comment il tue la bête, moi je me dis c'est un peu dommage quand même, je sais pas. Moi j'ai trouvé ça un peu décevant, parce que
Ils se sont quand même cassé la tête à creuser un trou pour mettre les bombes dans le sol, pour au final que ça fonctionne pas, et ensuite balancer le Banta rempli de bombes, et que au final, ils auraient dû directement commencer par là. Mettre le Banta, l'armée de bombes, attendre que le truc l'avale, et boum, tu tires dedans, et c'est terminé, quoi. Enfin, il n'y a plus de dragon crête, quoi. Enfin bon, je trouvais ça un peu... Après, tu vois, là-dessus, je suis pas vraiment... Enfin, si je suis pas d'accord avec toi pour une partie, oui, il y avait moyen de faire autrement, oui, c'était la solution de facilité, mais en même temps, moi je justifierais par le fait que, tout simplement, je crois que dans son armure à Mando, je crois qu'il peut enclencher un champ de force, et du coup, il se fait pas ingurgiter, avaler et dissous par la créature. Il sort de la gueule, il a des trucs... Enfin, il a de la genre de bile sur son armure. Du coup, je sais pas s'il y a un champ de force. Peut-être que c'est retombé sur lui. Après, ça pourrait peut-être expliquer. Je suis en train d'y penser. Peut-être que c'est justement un petit clin d'œil, parce que après cette scène finale, on voit, comme on l'a dit en début justement d'épisode, on voit Boba Fett, l'acteur qui interprète Boba Fett justement, enfin qui interprète Django et Boba Fett dans les films justement. Ça veut dire en gros qu'il est sorti rescapé. Peut-être qu'il a fait ça en fait. Peut-être que le Scarlat qu'il a avalé justement dans, je sais pas si vous en souvenez tous, pour le retour du Jedi, et ben peut-être qu'il a utilisé ce champ de force pour sortir du Scarlat et du coup survivre. Peut-être que c'est cette explication, ou du moins que ça peut. Peut-être qu'il le dira dans l'épisode d'après. Faut voir après, comment ça va être amené. Plus de renseignements à ce niveau-là, mais après je vous avoue que moi j'avais pas du tout capté dès le premier épisode. Dès le premier visionnage, j'ai pas du tout capté que c'était Boba Fett, machin. Il fallait que je regarde encore 2 fois pour comprendre que c'était lui et que il est sorti indemne justement de cette créature. Ouais, je te rassure, moi c'est la même chose. Et la première fois, j'ai pas fait le lien avec ce monsieur. J'ai fait bon, d'accord, il utilise un peu genre le méchant, le méchant. Après, justement, en parlant de méchant, on ne sait pas s'il va se rallier à Mando, ou s'il va être toujours dans ce côté vengeance, complètement enfermé, on sait pas. Ça, franchement... Mais ça fait plaisir de le revoir, sachant que voilà, il a... Bah oui, parce que ça fait un petit côté ancien. Exactement. Si on retrouve des anciens personnages de l'époque, ça c'est pas mal, quoi. Tout à fait. Ouais, j'aime bien. Ouais. Non, mais pour finir, donc oui, cet épisode... pour moi, est une très grande réussite. Je crois qu'ils ont mis... Très agréable à regarder. Ouais. Exactement. Je trouve que c'est un retour récent de la série. C'est pas un retour Timorin, genre, ouais, bon, voilà... les gars, on est là, mais pas trop. Là, ouais, c'est ça, quoi. C'est pas un retour du style on se prépare pendant 3 épisodes pour que l'épisode 4 soit extraordinaire. Voilà. Non, franchement, c'est dès le début... on reste collé à nos sièges et on est là et on admire quoi, les décors, les monstres, les détails, c'est incroyable. Franchement, moi je pourrais mettre un 8 sur 10 easy quoi. Franchement. Oui, pour le coup, c'est vraiment un très bel épisode de qualité. Bon, c'est pas comme Walking Dead dans le Beyond. Ça, c'est un autre sujet, on en parlera dans une autre vidéo. Mais du coup. Ouais, c'est un sujet qui fâche. Mais bon. Non, franchement, j'ai hâte de voir l'épisode 2. Et voilà, et découvrir peut-être une autre planète, d'autres créatures, franchement c'est ça que j'attends. Alors justement, en parlant de ça, des images que j'ai vues de l'épisode 2, je crois que ça se passe dans un milieu un peu genre de glace. Ah bah voilà, donc, tu vois, moi c'est ça que j'adore avec The Mandalorian, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est qu'on voyage. Ah ouais, non, c'est génial. Le fan service de The Mandalorian, il est incroyable. Ah oui, il est incroyable. Il est vraiment, c'est vraiment très appréciable. Exactement. Non, mais c'est pour ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à émettre des commentaires, à mettre le petit pouce bleu et bien sûr à vous abonner à la chaîne Allo Gobelin. En tout cas, pour moi, Nico, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos et pour la critique de l'épisode 2. Je t'en prie. Et je vous dis à bientôt, mes camarades. Ciao.